Bonjour à tous. Je suis Florence Cosnefroy, je suis artiste et française et je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. D'abord parce qu'à Paris c'est l'hiver et qu'il fait très froid en ce moment, mais aussi c'est un bonheur d'être au Brésil. J'ai eu la chance de venir au Brésil l'année dernière. J'ai été invitée pour une exposition et je suis très contente d'être de retour pour cette conférence. Je remercie Gigaser de m'avoir conviée aujourd'hui et je remercie Portobello et toute l'équipe de Bamboo d'avoir rendu ma présence possible aujourd'hui. Je voudrais aussi remercier la Fondation Le Corbusier qui suit mon travail avec les couleurs Le Corbusier depuis maintenant 3 ans. Tout d'abord, je vais vous présenter l'œuvre de Le Corbusier. Pour la plupart d'entre vous, ça sera peut-être un rappel, peut-être vous connaissez bien son œuvre, mais peut-être que pour certains, ce sera une découverte, peut-être parmi les plus jeunes. Ensuite, je vous parlerai du rapport de Le Corbusier avec la couleur. Et enfin, je vous montrerai rapidement mon travail artistique avec les couleurs Le Corbusier. Voici Le Corbusier. Le Corbusier, c'est un pseudonyme. Son vrai nom, c'est Charles-Édouard Jeanneret. Et il est né en Suisse en 1887. Alors, si vous ne connaissez pas son œuvre, vous connaissez sans doute son visage et ses petites lunettes rondes. Il se forme à l'école d'art et il est assez rapidement orienté vers l'architecture. Et il travaille dès 1908 à Paris. Il vient faire une sorte de stage dans l'agence Perret. Probablement vous connaissez Auguste Perret, c'est l'architecte pionnier dans l'utilisation du béton armé. Il travaille aussi dans l'agence de Peter Behrens à Berlin, de la même façon pendant quelques mois. Et il entreprend des voyages qui vont lui servir pour toute sa vie. En fait, il va garder des souvenirs extraordinaires de ces voyages. Il va aller en Italie, voir les monastères, en Grèce, voir le Parthénon, à Istanbul, voir les mosquées, et toute l'Europe centrale. Il va voir l'architecture rurale, et ce qui va le retenir, c'est la lumière, très importante dans son travail, et la géométrie rigoureuse, le carré, la sphère, le cube, qui vont lui servir. Et il rentre en Suisse, et en 1912, il fait une de ses premières constructions pour ses parents, la villa Jeanneret-Perret, qu'on appelle aussi la Maison Blanche. C'est assez loin de ses constructions ultérieures, mais on voit déjà la rigueur, l'austérité et la géométrie simple. À partir de 1914, avec les destructions de la guerre, il s'intéresse à la problématique du logement social. Et il va retenir l'enseignement de l'agence Perret sur le béton armé et chercher la mise au point d'un procédé industriel pour des constructions avec des éléments modulables. C'est ce procédé que vous voyez sur l'image, c'est le dôme-inno. Dôme pour domus et inno pour innovation. En 1917, il a 30 ans et il part vivre à Paris. Et il ne reviendra plus dans sa ville natale et en Suisse. Il va être installé à Paris. Et il va publier son premier grand écrit, c'est Vers une architecture, en 1923. C'est un livre qui est très important dans l'histoire de l'architecture au XXe siècle. Et c'est probablement grâce à ce livre que Le Corbusier est tout de suite très connu, parce que le livre a été publié dans beaucoup de langues, il est beaucoup lu. C'est un ensemble d'articles qu'il avait écrit pour une revue, L'Esprit Nouveau. Et en gros, le concept, c'est qu'il parle d'un plan très simple, très rigoureux. Il rejette tout ce qui est décoratif. Il veut quelque chose de très simple. Il parle d'une architecture blanche. Et il souhaite que dans la construction, les matériaux et les techniques soient empruntés à l'industrie. Et enfin, Le Corbusier ne veut pas être simplement un constructeur. Il veut être un architecte qui donne de l'émotion. Donc il veut émouvoir avec des matériaux bruts. En 1923, il construit les maisons La Roche et Jeanneret,
qui sont aujourd'hui la Fondation Le Corbusier à Paris. En 1927, Le Corbusier publie les 5 points de l'architecture. Alors c'est ce que tous les étudiants en architecture doivent apprendre, ces 5 points. Et c'est en fait une sorte de synthèse de ce qu'il a rencontré avec les architectes modernes du début du XXe. Et il en fait un résumé et il va suivre ces préceptes toute sa vie. Donc c'est d'abord les pilotis. La maison doit être construite sur pilotis. Ensuite, c'est le plan libre. Grâce au béton armé, il n'y a plus besoin de murs porteurs, donc c'est le plan libre. C'est la fenêtre en longueur et la façade libre et le toit terrasse ou le toit jardin. Et il a la chance d'avoir une commande assez rapidement où il n'y a aucune contrainte. C'est la Villa Savoie, sur un terrain à côté de Paris. Et il va en faire un manifeste architectural de ces 5 points. Donc vous voyez cette boîte suspendue avec cette fenêtre sur toute la longueur et son toit terrasse. Et il travaille à équiper ces villas. Il parle de l'équipement du logis. Il oublie le terme mobilier, parce que mobilier, pour lui, c'est décoratif. Il parle de l'équipement du logis, qui doit être fonctionnel et qui doit être en accord avec le corps humain, le plus simple possible. Et il embauche dans son agence son cousin, Pierre Jeanneret, et également Charlotte Perriand. Probablement, vous connaissez cette immense designer. Et c'est avec elle qu'il fait cette chaise longue, très connue, qui s'appelle aussi machine à repos. Et sa première construction d'habitat collectif est pour le pavillon suisse dans la Cité internationale universitaire de Paris. Cette cité internationale, c'est un endroit un peu particulier à Paris, c'est comme un grand campus, et c'est né d'une idée utopiste dans les années 20, après la Première Guerre mondiale. L'idée, c'était de rassembler des étudiants du monde entier pour qu'il ne se fasse plus jamais la guerre. Et donc, chaque pays était invité à construire une maison pour ses étudiants. Et le pavillon suisse a demandé à Le Corbusier de faire la maison. Et en 1930, suite à ça, Le Corbusier devient français. À la fin des années 20, Le Corbusier vient au Brésil pour donner des conférences. Et en 1936, il est invité par Lúcio Costa. C'est vraiment, alors je ne vais pas parler trop longtemps de cette partie parce que c'est la partie dont va parler Guillaume juste après moi, mais juste pour vous dire que c'est typique de la déférence des architectes du monde entier pour Le Corbusier qui ont lu ses écrits et qui l'admirent. Donc il va participer au ministère de l'Éducation et de la Santé et surtout il va rencontrer les architectes brésiliens et notamment Oscar Niemeyer. Autre point important du travail de Le Corbusier, c'est la charte d'Athènes. La charte d'Athènes, c'est toujours quelque chose de très théorique, mais qui synthétise l'idée de Le Corbusier. C'est issu du 4e congrès international d'architecture moderne, qui s'est tenu en 1933 sous l'égide de Le Corbusier, et le thème, c'était la ville fonctionnelle. Et ce que Le Corbusier retient, c'est qu'il faut séparer les zones dans la ville. La zone pour la vie, le quotidien, la zone pour le travail, la zone pour les loisirs, et puis les transports et les infrastructures pour lier tout cela. Et en fait, cette charte d'Athènes, il rassemble ses écrits en 1943, donc après le congrès, et on peut dire que ça a beaucoup servi aux architectes en Europe occidentale après les destructions de la Seconde Guerre mondiale. Il y a des villes qui étaient entièrement détruites. Ils se sont beaucoup inspirés de la charte d'Athènes. Et on peut aussi considérer que Brasilia, ici au Brésil, est vraiment l'incarnation des principes de la charte d'Athènes. Autre élément, c'est le modulor. Donc ça, c'est en 1945 qui rassemble ces idées sur le modulor. C'est un ensemble de mesures qui est basé sur le corps humain. Alors c'est un homme qui fait 1,83 m et quand il lève un bras, il fait 2,26 m. Et il définit tout un ensemble de mesures. À partir de cette époque, il utilisera ce modulor pour tous ses plans et pour tous ses volumes. Et ça aussi, c'est typique de Le Corbusier, c'est-à-dire qu'il a
toujours besoin de clarifier, de classifier, d'organiser sa pensée. Et c'est en cela qu'il est si important dans l'architecture moderne. C'est par ses constructions et par sa théorie et par le lien entre cette théorie et cette construction. Pour les diapositives suivantes, je vais aller un petit peu plus vite parce que je pense que vous connaissez bien les visuels et que les visuels parlent d'eux-mêmes. Plus vite, mais pas trop vite, parce que je pense tout d'un coup à mes traductrices, ça doit être un peu difficile. Donc voici ici l'unité d'habitation de Marseille, qu'on appelle la Cité radieuse. Donc on peut vraiment parler de l'épanouissement de Le Corbusier après-guerre, parce qu'il reçoit beaucoup de commandes. Là, c'est une commande de l'État français pour un ensemble de logements. En bas, c'est la villa du docteur Curruchet à La Plata, en Argentine. Le Corbusier est sollicité pour des édifices de culte. Donc vous voyez en haut la chapelle Notre-Dame du Haut à Ronchamp en France et le couvent Sainte-Marie de la Tourette en France également. Et voilà un très grand projet, c'est la ville de Chandigarh. Donc en 1947, au moment de la partition de l'Inde qui s'est séparée avec le Pakistan, le Pendjab, l'État du Pendjab, n'avait plus de capitale parce que Lahore est parti au Pakistan. Et donc, il a fallu créer une ville à partir de rien. Donc, le Premier ministre Nehru a décidé de créer Chandigarh. Et c'est un peu la même problématique que pour Brasilia. Il faut tout inventer, mais sans historique. Et le premier plan a été fait par Albert Mayer, et puis Nehru a demandé à Le Corbusier de prendre en charge l'urbanisation de la ville et la construction des grands monuments publics. Donc il s'est associé à son cousin Pierre Jeanneret, qui fait partie de l'agence depuis les années 30, et un couple d'architectes britanniques, James Drew et Maxwell Fry. Et Le Corbusier a créé d'abord le plan par secteur, toute la ville, et ensuite des grands édifices comme par exemple ici le Palais de l'Assemblée. D'autres commandes, donc je vous ai parlé de la Cité internationale universitaire de Paris. À gauche, vous voyez la Maison du Brésil, donc, qui a été faite par Lúcio Costa et Le Corbusier. En haut, il s'agit du Carpenter Center sur le campus d'Harvard à Cambridge, aux États-Unis, et le musée d'art occidental à Tokyo. Et en bas, c'est vraiment une œuvre de la fin de la vie de Le Corbusier, c'est la Maison de la culture de Firminy. Et il n'ira pas plus loin puisqu'il est mort accidentellement en 1965. C'est la date de ses dernières réalisations. Et maintenant, je vous parle de Le Corbusier et la couleur. D'abord, ce qui est important de comprendre, c'est que dans ses premiers écrits vers une architecture, Le Corbusier ne parle absolument pas de la couleur. Il parle même d'une architecture blanche. Il veut une volonté de simplification et il se rappelle de la lumière qui est complètement inspirée de ses voyages. Donc, il ne parle pas de couleur. Mais à la même époque, Le Corbusier, quand il vient à Paris, Auguste Perret lui présente un cercle d'artistes, parmi lesquels Amédée aux enfants, qui deviendra son grand ami, et les peintres cubistes, que vous connaissez bien, Picasso, Juan Gris ou Braque. Et donc, il est dans ce milieu artistique et lui-même peint. Et à partir de ce moment, il va utiliser le pseudonyme Le Corbusier pour ses œuvres d'architecte et il va continuer à signer Charles Jeanneret pour sa peinture. C'est comme si sa personnalité se dédoublait. Et voilà un exemple de ses dessins. En fait, c'est assez proche, il crée le mouvement puriste qui est assez proche du mouvement de Stil, mouvement hollandais, où on peut penser à Theo van Doesburg ou Piet Mondrian. Voilà. Et c'est des plans colorés, très géométriques. Mais pourtant, à la même époque, même s'il ne parle pas du tout de couleur, il utilise de la couleur à l'intérieur de la villa La Roche et Jeanneret à Paris. Et il l'utilise d'une façon assez spécifique, c'est qu'avec la couleur, il sculpte l'espace. Il l'utilise d'une façon presque abstraite.
Sur ce terrain, il y a 2 maisons, il y a 2 villas. Il y a une villa qui est destinée à son frère, qui est une maison familiale, avec sa femme et ses 2 filles, et une maison qui est destinée à un riche collectionneur célibataire. Et donc, dans la 2e maison, l'espace est beaucoup plus presque abstrait, et il est beaucoup plus libre en fait. Donc il fait cette grande rampe par exemple, et il utilise le bleu pour le fond, pour masquer tous les détails et pour éloigner le mur, et il dramatise les détails, comme par exemple cette rampe brune. Donc le collectionneur, il voulait montrer ces tableaux cubistes, donc c'est comme une sorte de galerie. Là, c'est la cité Frugès à Pessac. C'est un industriel qui avait fait fortune dans le sucre, dans les raffineries de sucre, qui les fait commande. C'est la première personne qui donne sa chance à Le Corbusier. C'est très tôt, en fait. Et jusque-là, Le Corbusier est encore assez peu connu. Et Henri Frugès a lu vers une architecture et il lui confie la création d'une petite cité pour ses 50 ouvriers. Il y a 50 maisons. Et cette fois-ci, vous voyez, il utilise la couleur à l'extérieur. Et sa contrainte, c'est que c'est des maisons répétitives et très rapprochées. Donc ça fait un effet un peu oppressant. Et il utilise la couleur pour faire une sorte de correction optique. Une maison sur 2, il les fait en blanc, une maison sur 2 en ocre. Et donc on a l'impression que les unes s'éloignent, les autres se rapprochent et qu'elles sont moins collées les unes aux autres. Et il utilise aussi du vert parce qu'à l'époque, la cité était dans une pinède, une forêt de pins. Et le bleu ciel aussi, pour le confondre avec le ciel. Donc en fait, il utilise la couleur comme correction optique et comme camouflage. Et ce qui est important aussi, c'est que c'est à l'extérieur. Et c'est à Pessac, près de Bordeaux, dans le sud de la France. Il y a une lumière assez forte. Et l'ocre est très fort dans la lumière. Et contrairement à certains théoriciens qui l'ont précédé, Le Corbusier préconise de mettre les tons chauds en pleine lumière, c'est-à-dire pour renforcer l'effet de la couleur, et les tons froids dans l'ombre. Et en fait, par un relatif hasard, il est mis en contact avec la société Salubra. Salubra, c'est un marchand de couleurs et un marchand de papier peint suisse qui demande à Le Corbusier de lui réaliser une collection de papier peint. Alors pour un moderne, le papier peint, c'est lié au décor, donc c'est un peu un cauchemar, c'est pas du tout quelque chose qu'il aime. Mais Le Corbusier est assez pragmatique, donc il saisit cette opportunité et il propose de créer du papier peint de couleur unie. À l'époque, dans les chantiers, la couleur, c'était du pigment, et donc il fallait mélanger le pigment dans le chantier, et c'était assez compliqué avec la poussière et le désordre. Donc ce qu'il propose, c'est du papier peint de peinture au rouleau. Et il appelle ça peinture à l'huile vendue au rouleau. Et c'est une gamme donc, de 43 couleurs qu'il organise par ambiance. Alors il y a beaucoup de tons assez doux, et il y a beaucoup de gris différents. Et à côté de l'effet spatial, de l'effet physiologique dont je vous ai parlé, du côté correctif de la couleur ou camouflage, ou de sculpter l'espace, il y a aussi un effet psychologique. C'est-à-dire que dans les ambiances, par exemple cette ambiance-là que je vous présente sur l'image, elle s'appelle ciel. Donc c'est clairement des associations d'idées, et dans ce cadre, il se situe complètement dans la tradition picturale en fait. Mais il n'oublie pas non plus que derrière, il va y avoir quelqu'un qui va habiter là. Et donc, il propose un certain nombre d'ambiances différentes pour que chacun trouve une association de couleurs qui corresponde à sa personnalité. Et finalement, comme pour le modulor, comme pour la charte d'Athènes, comme pour les 5 points de l'architecture, en fait, c'est un outil pour lui. C'est une façon de clarifier et de classifier sa pensée. Et pour tout dire, Le Corbusier s'est très peu servi du papier peint en couleur. On connaît assez peu d'exemples. En revanche, ces claviers de couleurs ont une suite très importante, et aujourd'hui c'est très utilisé par les architectes et très connu en fait comme outil. Après la Seconde Guerre mondiale, la palette de Le Corbusier évolue. D'abord, dès les années 30, il y a de plus en plus de béton brut. Et dans sa palette, les tons deviennent plus vifs.
Il revient à la Cité internationale universitaire pour le pavillon suisse et là, on lui demande de refaire la fresque. À l'intérieur, il y avait une fresque de photos qui avait été abîmée pendant la guerre parce que les Allemands sont venus habiter là pendant la guerre, dans Paris occupé, et tout était déchiré. Et en fait, quand il revient, il peint la fresque dans des tons très vifs. Et c'est à ce moment-là qu'il signe Le Corbusier. Donc à partir de là, les deux personnalités de Le Corbusier se rejoignent et l'artiste peintre et l'architecte ne font plus qu'un. Et sa palette devient beaucoup plus vive. À Marseille, dont l'exemple est là sur l'image, on voit que les couleurs sont plus vives et aussi que c'est des accents de couleurs liés au béton brut, ce qui est complètement différent et ça devient sa signature. Donc la couleur, elle n'est plus là pour sculpter l'espace, pour camoufler. En fait, chaque couleur est interchangeable avec l'autre. C'est plutôt une variation sur un thème. Et ça devient vraiment sa signature à partir de là, de tout son travail. Donc voici de nouveau la maison du Brésil, donc même principe de béton brut et de couleurs vives. Et il est clair que sa palette a évolué notamment grâce à son voyage au Brésil en fait. Voici une nouvelle collaboration avec Salubra. Salubra revient vers Le Corbusier pour lui demander de faire une deuxième collection de couleurs. Cette fois-ci, il ne s'embarrasse plus de faire des ambiances. Il met vraiment 20 couleurs de tons vifs, les uns à côté des autres. Et il ajoute un noir, un vrai noir, un noir profond. Et ici, je vous ai mis l'exemple de la Haute Cour de justice, du palais de la Haute Cour de justice à Chandigarh, où on voit vraiment la signature de Le Corbusier dans toute sa plénitude, le béton brut dans des proportions immenses et des aplats de couleurs. Le Corbusier disait de la couleur, c'est la fille de la lumière. Et en Inde, ça trouve complètement son sens. Voici des visuels du palais de haute cour de justice et de la chapelle de Ronchamp que j'ai inclus là pour montrer que Le Corbusier peintre, maintenant, il peint aussi dans ses réalisations. C'est plus deux travaux complètement séparés. Et aussi parce que cette technique de peinture sur un acier émaillé, c'est ce qui est le plus proche de la céramique. Et il a peint lui-même, tout seul, toutes les petites plaques d'acier cuites au four pour une porte qui fait 110 mètres carrés à Chandigarh. Le dernier exemple pour illustrer le travail de Le Corbusier, c'est le centre Heidi Weber à Zurich, en Suisse, qui a été fini après la mort de Le Corbusier. C'est vraiment, on peut parler d'œuvre d'art totale, expression consacrée des historiens de l'art, parce qu'on dirait que c'est quasiment un tableau moderniste en fait. Donc au départ, ça devait être prévu en béton, finalement ça a été réalisé en acier, avec des grandes plaques d'acier comme ça, on dirait que ça résume vraiment son travail. Et voilà la dernière partie, qui est mon travail à partir des couleurs Le Corbusier. Pour que vous compreniez ce que je fais là, je travaille toujours avec des nuanciers dans mes différents travaux artistiques, des œuvres numériques, des installations monumentales dans la ville. Et j'avais envie de travailler avec le plus beau des nuanciers que je connaisse, celui de Le Corbusier. Donc c'est un nuancier certains doivent connaître, qui est vraiment culte aujourd'hui et que les designers aiment avoir, et les architectes. Voilà. Donc moi, je voulais aussi l'avoir et je voulais travailler avec ce nuancier. Et donc j'ai décidé de m'en servir pour rencontrer les gens des sites de Le Corbusier, ceux qui vivent là, et leur demander de me parler de leur expérience de vie dans un édifice de Le Corbusier et d'associer à ce souvenir, cette anecdote, cette histoire, une des couleurs qu'ils choisissent dans le nuancier. Je voulais que la couleur fasse le lien entre les gens et aussi la couleur, elle me permet de faire parler les gens et ensuite elle me permet de faire des performances, des installations. Et finalement, elle fait le lien entre les habitants, mais elle fait aussi le lien entre les sites. Donc c'est une aventure qui a commencé avec Firmini
2014, pour les Journées du patrimoine, j'ai fait une performance avec les habitants qui m'ont raconté leur histoire. Et pendant tout le week-end, on a fait un nuancier avec les couleurs que chacun choisissait. Et j'avais fait une installation dans le hall avec du film coloré sur les vitres pour que les gens s'arrêtent et qu'ils me racontent leur histoire. C'est à la suite de ça que vraiment la Fondation Le Corbusier m'a dit il faut continuer, aller voir les différents sites et continuer ce travail. Et là, à Pessac, donc la cité ouvrière, j'ai travaillé sur une installation que j'ai appelée du sucre et des couleurs, puisque donc l'industriel qui avait donné sa chance à Le Corbusier, c'était quelqu'un qui faisait des raffineries de sucre. Et c'était tellement nouveau dans les années 20, ces petites maisons, que les gens, ils ont cru qu'ils faisaient des cubes de sucre. Je ne sais pas si au Brésil, vous utilisez des cubes ou que du sucre en poudre comme aux États-Unis, mais nous, en France, on utilise des cubes de sucre pour mettre dans le café. Donc, ils ont dit, c'est quoi ce cube de sucre? Et ils se sont beaucoup moqués de lui. Et donc, j'ai fait une installation sur... Ils ont même cru que Le Corbusier avait mis de la couleur pour que ça ne fasse pas cube de sucre. Et donc, j'ai fait une installation à partir des pigments en poudre et du sucre en poudre et des cubes de sucre en morceaux, etc. Donc, ça, c'était... en 2015. À la suite de ça, j'ai travaillé à la Fondation Suisse et je suis repartie de la fresque intérieure que Le Corbusier avait dessinée et j'ai sélectionné 12 couleurs de cette fresque. Et ces 12 couleurs, j'ai habillé les piliers avec du papier. Donc, bien entendu, toutes les installations, même quand elles sont monumentales, elles sont éphémères parce que c'est des bâtiments qui sont classés monuments historiques. Et c'est absolument impossible de laisser la moindre trace sur des bâtiments qui sont si importants pour le patrimoine français et maintenant pour le patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2016. Donc voilà l'installation et le résultat. Donc ça, c'est resté tout l'été 2015. Et j'ai poursuivi avec la Maison du Brésil, qui m'a demandé de faire quelque chose aussi. Alors, à la Maison du Brésil, un peu comme ici, il y a un hall vitré. Et en fait, ce hall, on ne le voyait pas parce qu'il y avait plein de plantes vertes devant, il y avait des rideaux, et il ne s'était pas nettoyé depuis très très longtemps. Donc, on ne voyait pas du tout les vitres. Donc, on a tout nettoyé, enlevé les rideaux, enlevé les plantes, et vu qu'en fait, c'était presque un tableau, on aurait dit un tableau de Mondrian, mais en vert. Et donc, j'ai mis du film coloré sur certains carrés pour qu'on découvre le travail remarquable de Lucio Costa et de Le Corbusier à Paris. Et c'était hiver 2016, mais en fait, si vous allez à Paris, ça y est toujours parce qu'ils ne l'ont pas enlevé pour l'instant. Pour cette installation, j'ai reçu le financement de la Fondation Edson Queiroz à Fortaleza, qui m'a invité ensuite à venir faire une installation au Brésil. Ah oui, ça c'est l'image de la Maison du Brésil à Paris. Le tableau de couleurs. Et ça c'est Fortaleza au Brésil. Donc là, bien sûr, les monuments, le centre de Convivência, il n'est pas du tout construit par Le Corbusier, bien sûr. Mais c'est comme la plupart des lieux publics et universitaires, il y a cette inspiration moderniste très forte. Et je me suis inspirée de Chandigarh. Et j'ai recouvert, enfin, c'est pas moi personnellement, vous voyez, j'ai été très aidée pour recouvrir les piliers de ce centre des couleurs, des 4 couleurs de la Maison du Brésil. Moi, j'ai fait d'autres expositions, des workshops avec les étudiants, des conférences dans ce cadre. Donc, je suis restée finalement 3 semaines là-bas et j'ai eu le temps de découvrir le Brésil et ses belles plages. Voilà le Centro de Convivência qui est complètement ouvert à l'extérieur. C'était une très belle installation. Et cet hiver, j'ai travaillé à Marseille, donc la fameuse cité radieuse de Marseille. À chaque installation, je dessine des aquarelles du site pour préparer les installations qui étaient exposées dans le hall. Et ensuite, il y a une sorte de rue intérieure, une rue... en fait, un grand couloir avec des commerces au 3e étage. Et il y a un très long banc. Et ça m'a fait penser aux gens qui parlent dans le sud de la France, assis sur des bancs dehors.
Et j'ai fait réaliser des petites assises en résine, dans les couleurs Le Corbusier, comme s'il y avait des personnes qui parlaient comme ça ensemble. Et j'ai fait une installation sur le toit terrasse, où là j'ai rassemblé les récits et les couleurs que les gens m'avaient données dans les différents sites en France. Et j'ai utilisé du papier coloré sur le béton brut, avec à chaque fois l'histoire de l'habitant. Donc en fait, on marche sur le toit en découvrant les récits des gens qui vivent là. Je vous remercie de votre attention. Eu gostaria de fazer uma pergunta para ela. Se podemos considerar Le Corbusier o pai do modernismo, como a arquitetura modernista influenciou outras artes como a música, artes plásticas e até mesmo o teatro. Je vais d'abord répondre à la première question. On peut en effet considérer Le Corbusier comme le père du modernisme. Non pas qu'il ait eu toutes les idées, il y a beaucoup d'architectes avant lui qui ont travaillé. En France, on a parlé d'Auguste Perret, en Allemagne de Peter Behrens, mais on peut parler de Frank Wright aux États-Unis, on peut parler du baron Genet aux États-Unis, on peut parler de Gropius en Allemagne, de Mies van der Rohe. Et donc, bien sûr, Le Corbusier n'est pas du tout unique. Ce qui est unique, c'est plusieurs choses. C'est probablement sa capacité de travail énorme. Le fait qu'il ait toujours écrit, théorisé, comme j'ai essayé de vous l'expliquer, à chaque étape, son travail. Et puis, le fait qu'ensuite, son œuvre soit mondiale, hein, de l'Inde à l'Argentine, au Brésil et dans toute l'Europe. Il a même travaillé en URSS à l'époque. Donc, voilà, je crois qu'on peut le considérer comme le père du modernisme. Pour la deuxième question, c'est évident que ça a influencé tous les autres arts. D'abord, le point peut-être le plus important, c'est ce rejet du décoratif, cette volonté de simplification, de faire quelque chose de très fonctionnel. Le Corbusier, au tout départ, il était graveur et peintre, et il était formé à l'Art Nouveau. Donc déjà, il n'était pas dans la tradition décorative du 19e siècle, et ensuite, il est carrément passé plus loin, en simplifiant encore les choses. Donc cette simplification, finalement, a rencontré un grand succès et s'est traduite par un mouvement général dans les autres arts, oui, on peut dire. Je ne vais pas développer parce que ce serait trop long, mais en effet, même dans la musique, dans la peinture, oui, c'est vraiment quelqu'un dont l'influence est très, très importante. Merci. Ó, meu francês tá bom, hein, pessoal? Alguém da plateia tem alguma pergunta para fazer? É só levantar a mão que a gente leva o microfone para vocês. Ó, temos uma pergunta aqui, ó. Por favor, aqui. Florence? Oi. Adorei saber que o Le Corbusier se inspirou quando veio para o Brasil. Eu sabia que ele tinha influenciado muito a nossa arquitetura, mas não que nós também o havíamos influenciado. E você, quando você veio para o Brasil, também influenciou o seu trabalho como artista? Oui, je dois dire que c'est un pays qui est très stimulant. D'abord, j'ai été merveilleusement bien accueillie par les Brésiliens, donc c'était un moment très très important. Et je pense que la lumière ici permet des couleurs très vives, et peut-être que, en tout cas dans l'art, on ne s'était pas permis ça. Et moi, en voyant les réalisations avec ces très grands formats et ces couleurs très vives, oui, je pense que ça m'a aidé à imaginer des installations encore plus monumentales et oser, en fait, aller vers cette couleur. Quand j'étais à Fortaleza, j'ai aussi travaillé sur le travail de l'artiste Elio Oiticica, que vous connaissez probablement, un grand artiste brésilien. Et j'ai trouvé ça aussi très, très inspirant. Et
en Europe, on ne le connaît pas tellement et voilà, ça a aussi influencé mon travail. Mais alguém tem alguma pergunta da plateia? Ó, temos aqui. Boa tarde. Então, eu gostaria de saber, quando você classifica uma comunidade, se você pudesse traduzir uma comunidade em cores, quais são as características desta comunidade que você considera para uma tradução em cor? C'est une bonne question, mais en fait, je suis vraiment artiste et pas sociologue. Et dans les travaux que j'ai faits, j'ai notamment travaillé avec une communauté précisément émigrée en France, d'Algérie, qui est habitée dans les bidonvilles. Et dans les années 50, près de Paris, on a construit un immeuble pour eux. Et aujourd'hui, l'immeuble était totalement insalubre, donc on a dû détruire l'immeuble. Et donc j'ai recueilli les témoignages des gens et je leur ai proposé de, en fait, quand ils quittaient leur appartement, parce qu'ils devaient déménager, de prendre la porte. Et la porte, on l'a peinte dans une couleur. Et donc, au final, il y a eu 25 portes, 25 couleurs, et ça a fait un livre, un film, et c'était vraiment une communauté. Et bien, par exemple, là, c'est chaque habitant qui a choisi sa couleur, avec ses souvenirs, son histoire. Et j'ai créé le livre et une installation monumentale avec un grand sticker sur l'immeuble, mais c'est les habitants qui ont choisi leur couleur. Et là, par exemple, dans les sites Le Corbusier, je travaille avec le nuancier Le Corbusier et pas autre chose. Donc, ils n'ont que le choix, entre guillemets, d'une 60aine de couleurs, mais c'est eux qui choisissent les couleurs. Et moi, c'est ma contrainte, c'est la couleur que eux choisissent. Et donc, voilà. Après, dans mes installations, je travaille à la Fondation Le Corbusier sur les documents, sur ce qu'a voulu faire Le Corbusier, sur les couleurs historiques qu'il a utilisées. Et là, c'est Le Corbusier qui me guide. Mais ce n'est pas moi qui trouve, voilà. C'est très différent d'une approche sociologique ou même d'une approche marketing. Je ne mets pas les gens dans les couleurs, c'est eux qui viennent à moi avec une couleur. Temos mais tempo ainda para perguntas. Alguém? Olha lá do outro lado nós temos uma pergunta. Temos um microfone ali. Está chegando. Boa tarde. Eu queria saber como Piet Mondrian e Hitfeld influenciou no Le Corbusier, no seu trabalho e na escolha das cores para a arquitetura, porque eles foram os primeiros a criar toda essa ideologia, filosofia e metodologia científica para o movimento moderno. Le Corbusier, en fait, s'est inspiré de un peu tous les artistes qui l'entouraient dans cette veine moderne. Donc, comme j'ai dit, il était parmi les cubistes à Paris. Et les cubistes lisaient beaucoup la revue des Styles, donc créée par Theo van Doesburg, et toute cette mouvance qui venait de Hollande. Ils étaient très intéressés aussi par les collègues allemands et en fait par les collègues les futuristes en Italie. Donc Le Corbusier a clairement été, connu le travail de Mondrian, bien sûr. Hein, il était très très curieux et il s'intéressait absolument à tout. Et quand il utilise les choses, en fait, il fait une sorte de synthèse de tout. Après, chez De Stijl, dans les habitations ou les maquettes de Mondrian, en fait, c'est plutôt une décomposition, un peu comme les cubistes, une décomposition de l'espace avec des plans colorés. Et c'est plutôt une esthétique qui pourrait ressembler à un château de cartes avec les plans, les différents plans qui se coupent comme ça à l'angle et qui sont dans des couleurs opposées. Donc vous avez vu que Le Corbusier, il trouve des solutions architecturales en fait, qui sont une façon de sculpter l'espace. Donc c'est pas seulement la décomposition, mais c'est plutôt une façon d'éloigner des pans, de camoufler des choses,
dramatiser d'autres choses. Donc c'est une approche qui est quand même très différente. Et en ce qui concerne les coloris, au départ, il était parti sur une palette beaucoup plus douce, hein, dans les années où il est dans cette influence. Et les couleurs très vives, qui rappellent Mondrian, sont plutôt de l'après-guerre. Et donc là, c'est plutôt ses voyages en Amérique latine et notamment au Brésil qui l'influencent dans le choix des coloris.